Go down. Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans les meilleurs moments de SLT saison 8. Et tout de suite, les meilleurs moments de la P1 de SLT saison 8. Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le marin le plus célèbre du monde, après le capitaine du Costa Concordia, bien sûr. Les inconnus. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Je suis très heureux de recevoir le trio le plus célèbre de France, juste après François Hollande, Valérie Trierweiler et Julie Gaillard. Madame. Prof. Bonsoir. Est-ce que vous êtes le meilleur rappeur? Parce qu'Aboubac a dit que vous êtes tout pourri, en fait. Il a dit aussi que vous étiez homosexuel. C'est pas vrai, ça. Non, lui, il est bisexuel. Moi, je suis hétérosexuel, je suis marié. Et voilà, donc tout est dit. Et Guillaume Batz. Bonsoir. Alors, Guillaume, on vous a découvert dans l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Laurent vous trouve très drôle. Il vous aime vraiment beaucoup. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous lui avez dit que vous préfériez en rester là, non? Il pourrait rien se passer. Olivier de Kersauzon, bonsoir. Bonsoir. Ah là là. Eh oui, pour être avec nous ce soir, vous avez quitté la Polynésie, Oui. Mooréa. Merci. C'est vrai que c'est sympa, la Polynésie. Ah ouais, génial. Le problème, c'est qu'il faut supporter Antoine qui crie « Atoll, les opticiens !» Alors, Olivier, vous avez 69 ans. Vous êtes l'un des anciens pensionnaires des grosses têtes de Philippe Bouvard. Vous faites aujourd'hui partie de la bande à Ruquier. Mais j'ai découvert que vous aviez une passion méconnue. Vous feriez du bateau. C'est vrai, cette connerie, ou quoi? C'est vrai. Vous avez jamais été tenté de quitter votre boulot d'humoriste, de tout laisser tomber pour faire, je sais pas moi, le tour du monde à la voile? J'ai été tenté. Ouais. J'ai succombé. Vous avez Avec succombé. délice. Alors, avant de parler de votre nouveau livre, on va parler de votre nouvelle femme. Elle est très jolie. Ben, je vois pas pourquoi j'aurais pris une moche. Ah ouais. Hey, Olivier, 69 ans, année érotique, hein? Ah, moi, j'aime bien. Alors, vous avez eu un coup de cœur. À votre âge, en général, on dit plutôt arrêt cardiaque, mais... Ben non, la nature m'a doté d'une constitution qui permet que le cœur marche encore. Ouais. Ça y est, vous avez une alliance, là? Ah non, parce que je peux pas avoir de trucs sur les mains. Ah ouais. Ouais. Oh merde, ça faut pas avoir de trucs qui puissent accrocher, c'est Ah dangereux. ouais. Moi aussi, je vais me marier. Mais c'est une bonne nouvelle. Bien, alors, fini les courses autour du monde, hein, parce que je l'ai vu, la Sandra. Moi, je ne la laisserai pas toute seule en Polynésie. Hein. J'ai rien à craindre. Ah oui. Non. Alors, comme disait Gainsbourg en parlant de bambou, c'est pas la première, mais ce sera sûrement la dernière, non? Ben oui, a priori. Ouais. Ouais, ah oui, moi aussi. À moins que je me fasse virer dans des délais irraisonnables. Alors, on passe au livre maintenant. 3 ans après Ocean Song, qui a été un best-seller, vous publiez au Cherche Midi Le Monde comme il me parle. 3 ans, c'est le temps qu'il vous faut pour claquer vos droits d'auteur, en gros, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, bah oui. Alors, vous revenez sur votre vie, et on apprend des choses. Par exemple, votre désir de solitude qui remonte à très loin. Et un jour, vous visitez Dachau, et là, vous vous dites, si le groupe est capable de ça, alors il faut se méfier du groupe. Ah ouais, moi j'ai Ouais. aimé la sensation physique, quoi. Ouais. Je trouve que et notre société elle fabrique des groupes, et si le groupe n'est pas piloté avec des désirs et des pensées qui dépassent l'homo economicus, je sais pas quoi, le groupe va dans le mur. C'est-à-dire que le groupe ne peut faire que des choses négatives ou pas très intéressantes. Ouais. Et que moi, j'estimais que mon seul capital, c'était mon temps de vie. Et mon temps de vie devait se passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai jamais adhéré à aucun parti, à aucune secte, à aucune chose de quoi que ce fût. Sauf les grosses têtes. Mais c'est pas un parti, c'est pas un parti. C'est une secte. Secte, une sorte de secte. C'est pas un parti, c'était un hold-up. Ça n'a rien à voir. J'allais traire Madame RTL, c'était bien. Alors, vous aimeriez bien être seul,
à Vaux-le-Vicomte. C'est un endroit qui vous plaît particulièrement. Oui, tout ça très joli. Versailles, c'est trop grand. Vaux-le-Vicomte, c'est la bonne C'est taille. la bonne taille. Ouais, voilà. Il faut un peu de personnel avec des patins à roulettes, mais ça se trouve, voilà. Ouais. Ou alors, soit Vaux-le-Vicomte, soit vous acceptez effectivement de vivre avec Sandra à Mooréa. Une fille qui a 30 ans de moins que vous, ça vaut toutes les émotions du Cap Horn, non? Quand il est en train de faire machin, les conseils du cœur, arrête. J'ai trouvé une femme Ouais. qui veut bien de moi. Ouais. Et je suis vraiment content. Ben voilà. Et ça se passe merveilleux. Moi aussi. On va faire une interview, lunettes noires. Ouh là là. Didier, est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Putain, ça commence fort. Mon père n'est plus de ce monde, je vais dire ma mère parce que mon père m'en voudra pas. Ah, bien. Bonne réponse. Bernard? Mon père n'est plus de ce monde, mais je vais dire mon père pour faire plaisir à ma mère. Ah. Pascal? C'est comme si tu me disais de choisir entre vanille et chocolat. Ouais. Ça donnait un joli Kinder Bueno. Bravo. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Pas les moussacus. Ouais. Non, mais c'est comme si tu me disais de choisir entre Federer et Nadal, c'est deux grands champions quand même. Ouais. Alors, vous devez partir avec quelqu'un, 3 ans, dans un vaisseau spatial. Oh putain. Et vous avez le choix entre Claire Chazal, C'est Claire Chazal. Christine Bravo et Valérie Damido. Ouais. Bon. Bernard? Bah, non, bon, alors. Non, Claire Chazal, non. 3 ans, non. Bravo, c'est un vaisseau Bravo, spatial. il faut à être tout avoir de seul. quoi boire, hein, Hein parce que sinon, ouais. Alors? Ouais, bah oui, je prends Valérie. Moi. Valérie Damido. Ouais, ouais. Elle va te redécorer la navette. Avec des magnets violets, tu vas être content. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Alors, si vous aviez le choix, est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? C'est génial. Personnellement, j'ai fait les deux, alors je sais pas. Mais c'était il y a longtemps tous les deux. C'était il y a longtemps. Dans une autre vie. Moi, je dirais que ça m'est égal, le nom d'une pipe. Question de philosophie maintenant. Y a-t-il une vie avant la mort? Non, mais- C'est une belle question. Moi, j'aime bien la petite mort qui donne goût à la vie. Ah. Alors, plus facile maintenant, quelle est votre punition préférée? Préférez être pincé, mordu ou piqué? Ah, moi, je m'appelle Bourdon, c'est piqué. Donc, Alors là, c'est beaucoup plus grave. Un ami débarque chez vous, à l'improviste. Ce qui vous gêne le plus, c'est qu'il trouve sur votre table de nuit Mein Kampf ou un Godemiche. Oh la question. Vraiment, ce qui me gênerait vraiment. Ouais, bien oui. Non, ça serait Mein Kampf avec du sperme dedans. Ouais, alors, eh bien. non, Mais en sinon- revanche, Didier, c'est un Godemiche avec une croix gammée. lui. voilà, c'est ça, exactement. En forme de croix gammée pour une partie carrée, c'est pas mal. Attention, est-ce que vous préféreriez être aveugle et sourd ou amputé des bras et des jambes? Oh putain. Sourd, comme ça j'aurais pas entendu la question. Et aveugle, comme ça j'aurais rien vu. Bonne réponse. Attention, question fondamentale. Si vous aviez un perroquet, est-ce que vous lui apprendriez à dire « T'as fermé le gaz, t'as pensé à la capote » ou « Coco, arrête la coco ». Ah, c'est du vide. Ah bah, s'il y a Dieudonné qui vient chez moi, ça sera t'as fermé le gaz. Parce que ça se gère. Allez, Bonsoir. Voilà, Rof, là. Ça, c'est une vieille chanson. Moi, j'adore cette chanson. C'est comme ça que je vous ai connu. Elle est vieille, mais Elle est top. intemporelle. Ah ouais. Featuring Nati. Hein. Ouais, elle met de bonne humeur. Vous dites, il n'y a pas meilleur rappeur que moi. Mais tous les rappeurs disent ça, en fait. Hein. Alors, c'est quoi le critère pour être le meilleur rappeur? Est-ce que c'est celui qui vend le plus? Est-ce que c'est celui qui a la plus belle meuf dans son clip? Ou est-ce que c'est celui qui a un 357 Magnum? Je pense que c'est au public de répondre. C'est vous qui vendez beaucoup, hein.
J'ai vendu. Et mon album vient de sortir lundi. Ça va recommencer, là. Ah, j'espère. Alors, évidemment, comme tous les rappeurs se proclament le meilleur rappeur, il y a des clashs. Vous, Booba, vous avez dit que c'est un guignol attardé mental. En fait, pour moi, c'est en quelque sorte le Michael Vendetta du hip-hop. Oh là là. Booba, il souffre de haine. Ouais. C'est un c'est petit vrai. jaloux. Alors, vous vous faites remarquer très vite par vos sons, et puis aussi pour avoir tiré sur des gens à la sortie d'une boîte de nuit à Vitry-sur-Seine. Vous êtes condamné à 4 ans de prison, mais vous n'êtes pas incarcéré. Pourquoi? Parce que j'ai un bon avocat. Ah ouais. Ensuite, vous êtes interpellé par la police pour port d'armes, un 357 Magnum. Cette fois, vous prenez 5 mois à Fresnes, et là, votre mère, elle est effondrée, non? Ça lui a fait mal, mais bon, en même temps, la prison, pour moi, c'était un petit passage, quoi. Alors, vous sortez le soir du concert de 50 Cent, où vous assurez la première partie. C'est énorme. C'est nous faire un changement, quand même. J'ai eu très, très mal à la tête ce soir-là. Ouais. Parce que j'étais seul dans ma cellule. Et quand je suis arrivé, il y avait un Bercy quasi comble. Ça m'a fait tout drôle, quoi. Ensuite, vous êtes en liberté conditionnelle, avec un bracelet électronique, mais en or. C'était mon premier bling-bling. Voilà. Alors, on peut rire de votre handicap, mais peut-on rire de tout? On va faire une interview. Peut-on rire de tout? Alors, Guillaume, est-ce que Dieudonné qui se moque de la Shoah, ça vous fait rire? Moi, l'humour, à partir du moment où ça divise plus que ça rassemble, je sais pas si on peut appeler ça encore de l'humour, quoi. Et Guillaume qui demande à un handicapé qui est au premier rang dans une salle de spectacle en Corse de s'en aller parce que ça le gêne, ça vous fait rire? Oh je le fais tous les soirs, moi. Oui. Et ça choque personne. Intouchable, ça vous a plu? C'est très très bon film, ouais. Par contre, il faut arrêter de nous faire croire que les handicapés ils roulent en Maserati et en Porsche. Hein, Oui. Ça, c'est des conneries, ça. François Feldman qui dit au Téléthon « Tout le monde debout », ça vous fait rire? Mais tellement. Les moments de solitude comme ça, c'est à regarder, c'est jouissif, quoi. Le physique d'Anne Roumanoff, ça vous fait rire? Pas plus que le vôtre, Thierry. Oui. Quand vous voyez dans un miroir, ça vous fait rire? Ça dépend, en fait. Ça dépend de comment je suis coiffé, en fait. Ouais. Bravo. Claude Lucien Moine, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Mitchell, c'est une idée de votre manager Jean Fernandez. Oui. Mais Eddie, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas à cause d'Eddie Cochrane, mais à cause d'Eddie Constantine. Exact. Dont vous regardiez les films, les aventures de Lemmy Cushion. Voilà. Déjà le cinéma. Alors, vous avez toujours été chanteur, dès l'époque des Five Rocks, même avant les chaussettes noires. Vous avez déclaré « Le chanteur, c'est celui qui n'a pas d'ampli à porter Ouais. Oui, c'est quand ». C'est même une les bonne mains dans raison les d'être poches. chanteur, oui. C'est ça. Alors, 53 ans de carrière, toujours la banane. Si on compte en bombe de lac, ça fait combien? Je sais pas. Je sais pas du tout. Regardez, vous avez toujours eu ce look banane, hein, c'est incroyable. Vous êtes beau en vieillissant, moi, je trouve. Bon, bah c'est gentil. Non, ça, tu trouves pas, Frédéric, toi qui t'y connais? Alors, vous avez une devise, Eddie Mitchell, c'est on peut plaquer une femme, mais pas ses cheveux. Hein, bon, la santé, ça a l'air d'aller. Hein. Ça va. Quand je l'ai connu, vous fumiez 3 paquets de clopes par jour, vous buviez une bouteille de Chivas par jour, Ouais. et maintenant vous faites 3 fois 1h30 de gym par semaine. Exact. Bonne Je ne idée. fais plus. Bonne idée. Alors, Eddie, vous sortez votre 35e album, s'appelle Héros, Ouais. que vous avez enregistré entre Paris et Los Angeles. Alors là, il y a un nombre de mecs. Il y a d'abord Steve Cropper, Ah oui. qui est quand même le blanc de la Stax. C'est celui qui accompagnait Otis Redding à l'époque. Ouais, hein, ouais. c'est pas Et qui rien. écrivait les chansons avec lui. Ah ouais, Steve Cropper, Charlie McCoy, donc, qui est l'harmoniciste Bien de sûr. Bob Dylan, Booker T. Jones de Booker T and the MGs. quoi, Bien quand même. sûr, ouais. Voilà. Mais vous faites un duo avec Nolwenn Leroy. Ouais. Vous avez été impressionné? Bien sûr, oui. Parce qu'elle a un univers, elle chante divinement bien. Donc, Ouais, ouais. Alors, dans Le goût des larmes, vous parlez des fins de mois difficiles. Ah, bah c'est une chanson moi, qui rappelle mon enfance, parce que bon, j'ai eu une enfance très très heureuse, mais au niveau pognon, c'était grave, quoi. Donc la fin de mois arrivait le 15, quoi, Ouais. comme ça arrive souvent. Et donc, on se serrait les coudes, quoi. Et alors, dans Les vrais héros, vous rendez hommage à l'homme de la rue. C'est un peu, Ouais. un peu working class hero, finalement. C'est ça. Hein? Oui, oui, bah, c'est mieux que
que tous les héros qui ont des collants maintenant. Quoi. Je veux dire, Superman, Batman, alto-collant, quoi. Alors, Aymeric Caron, je voudrais vous faire une interview tir au pigeon, mais un tir au pigeon cool. Alors, Aymeric Caron, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Jean-François Copé? Son orgue, bon tant pis. Qu'est-ce que vous appréciez chez Pierre Gattaz? Le fait qu'il me fasse apprécier Laurence Parisot, finalement. Qu'est-ce que vous appréciez chez Nicolas Sarkozy? Son absence. Il est bon. Qu'est-ce que vous appréciez chez Frédéric Becbédé? Lui, le magazine. Ah. Qu'est-ce que vous appréciez chez Manuel Valls? J'apprécie le fait qu'il y ait 12 000 régularisations de sans-papiers en plus en 2013. Ça vous plaît, ça? Ouais. Qu'est-ce que vous appréciez chez Enora Malagré? Ces interviews en anglais. Oui. Et dernière question, qu'est-ce que vous appréciez chez vous? Mes amis. Vous avez beaucoup d'amis? Plus que certains ne le pensent. Ah. Sébastien Tellier, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un peu le Karl Lagerfeld de la French Touch. Vous portez des lunettes de soleil. On ne comprend rien à ce que vous racontez. Vous faites des trucs bizarres et on vous adore. C'est sympa, merci. C'est très gentil. C'est très gentil. Finalement, si je dis des choses bizarres, c'est parce que j'aime la poésie. Et c'est vrai que, finalement, là, j'ai l'impression que la poésie, pour moi, c'est proche de l'absurde, finalement. Hein. Alors, Sébastien, vous êtes évidemment l'un des papes de la musique électronique française. Alors, vous dites, je compose des chansons à la fois profondes et superficielles. C'est exactement ça. J'ai toujours été obsédé par les opposés, les paradoxes. J'ai toujours mis des parties de guitare très joyeuses sur des chansons très tristes, ou l'inverse, etc. Et j'ai compris pendant l'enterrement de ma grand-mère qu'en fait, tout ça, c'était l'obsession de la mort. Bon, alors, c'est comme toujours, tout est toujours ça au final, mais bon, on s'envole dans le ciel, forcément. Ça, c'est la mélodie. C'est-à-dire, il faut que ça s'envole, sinon c'est insupportable. Et puis, en même temps, on enterre, quoi, on tasse. C'est ça, en fait, la clé de tout ce bazar. Quand on veut être artiste, on veut exister plus longtemps que les autres. C'est un peu le jeu. Mais en fait, on nous oubliera quand même. Alors, comment il faut gérer tout ça? Voilà, on va regarder le clip, Sébastien, c'est mieux. C'est beau, je sais, l'amour, mais sans, je rêve, pourtant. Voilà Sébastien Tellier, L'amour naissant. Alors, un disque, un bébé, c'est le bonheur, hein? Ouais, c'est chouette. Franchement, j'ai de la chance. Elle est très jolie, Amandine de la Oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai. J'ai une photo de vous arrivez à la clinique pour l'accouchement, là. C'était à Cannes, ça. Oui, forcément, à Cannes, on est un peu compétent. Hein, mais j'ai longtemps été malheureux, franchement. Jusqu'à mes 30 ans, ça a été très dur. Là, j'ai 38 ans. Pour moi, ça commence à bien se passer autour de 31 ans. Mais Pierre aussi, ça se passe très bien pour lui sur ce Oui, point, j'ai l'impression. Mais j'ai pas 38 ans. Il a attendu 55 ans, Pierrot. Non, mais vraiment. Pour montrer, en fait, que vous avez bon fond, Caris, on va faire une interview bisounours. Alors, la dernière fois où vous avez pleuré? Je crois la première fois que je suis allé à l'école, je crois. Ah ouais. Après, j'ai plus pleuré après. À quel âge avez offert votre corps à une jeune fille, Caris? C'est personnel, ça. Ouais. Quel âge? C'était très tôt. Très tôt? Ouais. 13 ans. J'étais déjà musclé comme ça. Ouais. 13 ans? Vous avez vu Belle et Sébastien? Non. Ah, vous devriez, ça vous plairait. Il est beau, le chien. Pour vous, c'est quoi la soirée idéale à deux? À deux? À deux. Dans une voiture, avec un gros joint. Ah oui. Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez faite dans votre vie?
Je vais faire des fleurs à ma mère. Ah, très bien. Il aime sa mère. C'est Henri. Vous vous entendez mieux avec les gens de quel signe? Astrologique? Je crois pas, ça. Il n'y a rien à faire. Vous aimez les petits chatons sur Internet? Pas sur Internet, mais en vrai, ouais. En vrai, vous aimez bien les petits chats? Ouais, Oui, il aime bien les petits chats. Vous avez quelque chose à dire à votre maman, là? Je vais venir la voir après. Ah, vous y allez souvent? Non, bien sûr, il faut. Tous les jours? C'est super important. Ah Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Oh, mais c'est bien. Très bien, c'était l'interview Bisounours. Jean Lassalle, rebonsoir. Bonsoir. Voilà. C'est Canta. C'est l'hymne des Pyrénées. Ouais. C'est un hymne d'amour et d'espoir et qui dit quand ces montagnes s'abaisseront, eh bien, je pourrai retrouver l'espoir. Et aujourd'hui, on pourrait dire quand ces montagnes d'argent se seront abattues, je pourrai retrouver un futur. Et voilà. Alors Jean, vous êtes député modem des Pyrénées-Atlantiques. Vous vous êtes rendu célèbre en chantant à l'Assemblée nationale, puis en faisant une grève de la faim pour empêcher la délocalisation d'une usine de votre région, et ensuite en marchant 6000 kilomètres en France pour rencontrer les Français, pour discuter avec eux, pour les écouter. C'était pas un pari perdu ou un truc comme ça? Non. Alors, je vous assure que pour un pari perdu, je l'aurais jamais fait. Au bout de combien de temps on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir eu cette idée à la con? Un peu tous les matins, quand vous vous réveillez dans un lit différent, soit dans un hôtel, dans une chambre d'hôte, ou chez un ami qui était bien placé dans la ligne d'arrivée, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop loin non plus, il ne faut pas faire des kilomètres inutiles. Tous les matins, vous vous êtes réveillé dans un lit différent? Oui. C'est DSK qui aurait dû faire ça. Oui, c'est une idée pour DSK. Le plus dur, ça a quand même été les premiers 5999 kilomètres, non? Oui, oui. Vous savez, le plus difficile, je ne le savais pas, c'est maintenant d'arrêter. Parce que mon corps est en manque, j'ai mal partout, et je suis comme si j'étais passé dans un concasseur. Je pense qu'on crée des substances dans le corps, et puis quand j'ai plus ma dose de marche, ça va pas bien. Et alors, est-ce qu'en arrivant à Paris, vous avez été contrôlé positif? Je pense qu'en fait, personne n'a pensé au contrôle. Mais bon, quand je le pouvais, un ou deux petits whisky le soir. Mais c'est tout? Oui. Pas d'amphétamine, pas de PO? Un peu, je ne sais pas si on a le droit de le dire, ça, de l'effet Ralgan, un peu. Puis après, on m'a dit que... Je crois qu'on a le droit de le dire, parce que les gens ne vont pas se jeter dessus non plus. Je veux dire, on a d'autres trucs, hein. On a des choses plus... Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les Français? Écoutez, ils ont dit qu'ils nous détestaient, nous, les politiques, que le pacte de confiance était définitivement brisé. Alors, sauf les maires passent à travers. Seulement, on a peur qu'ils disparaissent maintenant dans ces grandes intercommunalités. Et les gens des campagnes ont très peur que leur village disparaisse parce qu'ils disent on a déjà perdu l'instituteur, on a perdu le curé, on a perdu le médecin. Laissez-nous le maire, laissez-nous la République. Puis après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils ne se voyaient pas de futur. Ils n'avaient plus de destin partagé. Une professeure agrégée d'histoire à Amiens, que je qualifiais de citoyenne, a dit « Non, monsieur, je l'ai été passionnément, mais aujourd'hui, je fais partie de ces gens éparpillés aux quatre coins comme après le passage d'un tsunami. » Montée du racisme aussi, vous avez constaté ça? Effectivement, le changement de monde, intervenu depuis 25 ans, crise économique et sociale, et aujourd'hui, crise de l'humain, qui ne se retrouve plus, ou qui a beaucoup de mal à se retrouver ensemble, qui se recroquevillent. Et vous l'avez dit, cela entraîne une expression raciste que je n'avais pas entendue tout au long de ma longue carrière, et même d'antisémitisme, et un vote assumé, extrême, au Front National, que je n'avais pas vu, y compris par des hommes ou des femmes qui portaient l'écharpe tricolore. Et je crois qu'il faut trouver le moyen de changer de paradigme, transformer ce stress,
cette peur de l'autre, parce que ça entraîne cela, à une volonté, un souffle de retravailler ensemble pour que le peuple joue le rôle du peuple souverain. Cyril, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes le spécialiste de l'homo politicus. Ah oui. Ah, vous ne serez pas... politicus, ne serez pas étonné qu'on fasse une interview ethnologie. Alors, le plus sympa, c'est lequel? Bah, c'est François Hollande. Parce que, bah oui, il est quand même tout le temps disponible. Même avant la présidentielle, il m'évitait pas, il répondait toujours. Il a d'autres défauts, mais il est sympa. Le moins sympa? On va dire François Bayrou. Ah ouais, il est pas sympa. Ah, il est pas sympa. Il vous a mis une claque à vous aussi? Il a failli. J'étais plus petit, il s'en souvient pas, mais je me venge aujourd'hui. Celui qui a le moins d'humour, c'est lequel? Montebourg. Ah oui? Montebourg n'a pas d'humour. Ah oui. Quand je lui dis vous revendiquez le Made in France parce que vous ne parlez pas chinois, il ne rit pas. Ah oui. Il ne comprend pas. C'est étonnant. Celui qui vous aime le moins, voire qui vous déteste en fait. Je crois que c'est Montebourg aussi, parce qu'il ne me trouve pas sérieux. Celui qui vous a le plus agréablement surpris? C'est Martine Aubry. Ah oui? Je la trouvais revêche, un petit peu crispée et tout. Puis finalement, elle m'a accueilli, c'est devenu une vraie mère poule. Vous avez picolé avec elle? J'ai failli. Celui qui vous a le plus déçu? C'est Jean-Marc Ayrault, environ Cahuzac. Ah oui? Bah oui, j'aurais aimé qu'il me le laisse encore un peu, j'aurais pu m'amuser avec lui. Celui qui ment le plus? Celui qui ment le plus, alors c'est-à-dire que j'en ai pas encore croisé un qui me disait la vérité, mais... Si on parle de l'espoir qu'elle donne aux Français, puis du programme mensonger, je dirais Marine Le Pen, peut-être. Ah ouais? Je pense. Celui qui a mauvaise haleine, c'est lequel? Je vais être tout à fait honnête, comme à chaque fois que je m'approche d'eux, ils détournent la tête, je pense que c'est moi. Celui pour lequel vous pourriez voter? Tous sauf une, mais je dirais pas laquelle. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est François Gémen, spécialiste des flux migratoires, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous nous poserons la question immigration et si ce n'était que le début. Moi, je suis pas une chienne. Après l'affaire Leonarda, qui a mis la France dans tous ses états, c'est Copé qui ajoute de l'huile sur le feu. Les enfants nés en France de parents illégalement installés sur le territoire français ne peuvent pas devenir automatiquement français. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Faut dire qu'en ce moment, la peur de l'étranger est un thème porteur dans l'opinion. Aujourd'hui, 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de racistes en France. Pourtant, selon les chiffres de l'INSEE, la proportion d'étrangers en France a baissé. En 1982, les étrangers représentaient 7% de la population française. Le seuil de tolérance, il a été atteint. 30 ans plus tard, les étrangers ne représentent plus que 6% de la population. Mais curieusement, moins il y a d'étrangers en France, plus les Français trouvent que les étrangers sont trop nombreux. Difficile de mettre en cause le manque de fermeté des autorités françaises. Il y a une dizaine d'années, sous Jospin, la France expulsait 9000 étrangers par an. L'an dernier, Valls a expulsé 36 000 personnes, 4 fois plus de monde. Aujourd'hui, les seuls immigrés qui réussissent à nous émouvoir un peu, ce sont les naufragés de Lampedusa. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Pour un peu, on serait prêt à ouvrir grand les bras pour tous les accueillir. Mais bon, faut être raisonnable. Comme disait Michel Rocard... Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. Désolé les gars, c'est pas de gaieté de cœur, mais va falloir qu'on vous repousse à la mer. Pourtant, la France est toujours prête à voler au secours des opprimés. La preuve, Hollande était à 2 doigts de bombarder Bachar el-Assad pour sauver les victimes de la tyrannie. En revanche, quand il s'agit d'accueillir des réfugiés, c'est une autre histoire. Sur les 3 millions de Syriens qui ont fui leur pays, la France en a accueilli 500. Pas mal. Sauf qu'en Suède, alors qu'ils ne sont même pas 10 millions, ils ont accueilli 17 000 réfugiés syriens. Alors forcément, dans un pays qui a peur des immigrés comme de son nombre, quand on parle des réfugiés climatiques, il y a de quoi se taper une bonne crise d'angoisse. D'ici 2050, entre 200 et 500 millions de terriens seront chassés de l'endroit où ils vivent à cause du réchauffement de la planète. Pourtant, on ne devrait pas paniquer. Sur le long terme, la vraie menace pour l'Europe, c'est la crise démographique.
Sans l'apport de l'immigration, d'ici 2060, l'Union comptera 70 millions d'habitants de moins qu'aujourd'hui. Ça a l'air d'une blague, mais bientôt, le vrai problème en Europe, ce ne sera pas qu'il y a trop d'immigrés. Au contraire, c'est qu'il n'y en aura pas assez. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. François Gémen, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des flux migratoires. Bienvenue parmi nous. Alors, l'immigration, et si ce n'était que le début, alors on va commencer par l'Afrique. Ils sont 1 milliard, ils seront bientôt 2 milliards. Il y a des guerres, il y a des troubles dans le Sahel. L'immigration africaine va s'amplifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec le sénateur Marini qui dit « On regrette Kadhafi parce qu'au moins, lui, il avait signé un deal avec Berlusconi, ce qui empêchait tous ces gens-là d'arriver d'Afrique. » Vous êtes d'accord? Il est vrai qu'il y avait des accords. On sait qu'il y avait des accords et qu'il il empêchait une immigration encore plus massive vers l'Union européenne, notamment vers l'Italie. Bon. Edwy? Arrêtons d'avoir peur. Sous votre contrôle, actuellement, je crois que c'est au maximum 3% de la population mondiale qui vit hors de son pays de naissance. Au maximum. Donc, résolvons comment nous affrontons ces problèmes, comment nous discutons de ces problèmes, mais arrêtons de croire que l'on va non seulement empêcher des gens de venir, avoir peur de 40 000 personnes à Lampedusa quand on est un continent de 600 millions d'habitants. François, l'Afrique, est-ce que c'est un réservoir d'immigration qui va se lancer sur l'Europe? Bien sûr, et heureusement. Aujourd'hui, on a absolument besoin de l'immigration africaine en France et en Europe, partout ailleurs. En 2011, sur les territoires français, il y a eu à peu près 265 000 nouveaux immigrants, à peu près 50 000 Européens. Une partie de ces immigrés étaient naturellement des immigrés qui venaient du Maghreb, à peu près 30-35%, 10% d'Afrique subsaharienne. Et dans le même temps, il y a eu 200 000 Français qui sont partis. Ce qui veut dire que la France se viderait si nous n'avions pas l'immigration. Moi, je veux faire exactement l'inverse. Je voudrais que les Français, et notamment les jeunes talents, restent. Et pour cela, il faudrait relancer la machine France, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas très attractive, c'est vrai. Et puis, pour le reste, si vous voulez, quand vous dites l'immigration massive qui vient, c'est vrai. Mais ce n'est pas le projet des Français, c'est le projet du grand patronat. C'est lui qui, depuis la fin des années 60, a poussé à l'immigration parce que ça fait de la main-d'œuvre bon marché, docile. Et ça, je trouve que la gauche, notamment, devrait se mortifier d'avoir défendu ce projet parce qu'elle a donné une caution morale à un projet qui est uniquement du fric et financier. C'est quand même de la main-d'œuvre qui fait le travail que les Français ne veulent pas faire. Alors voilà, ça c'est un exemple. On dit ça, pourquoi? Parce que les Français seraient paresseux? Non. Les Français ne veulent pas se taper le marteau-piqueur, ça je peux vous le dire. Ils ne veulent pas se taper là, à ce prix-là et dans ces conditions-là. Parce que c'est un moyen pour le patronat de ne pas augmenter les salaires. Il sait qu'il a une réserve de main-d'œuvre derrière qui s'appelle l'immigration. Donc il n'augmente pas les salaires. Voilà, donc il n'améliorera pas les conditions La de travail. République, c'est l'ascenseur social. C'était qui le marteau-piqueur? C'était qui les travaux? C'était les Mais Italiens. avant, c'était nous les Bretons, oui. Les premiers migrants de l'intérieur. Encore une fois, désigner l'étranger comme la cause de nos malheurs, c'est un mensonge. Personne n'a dit ça. C'est un mensonge. Pour remettre les propos de M. Philippot en perspective, l'immigration de travail en France, sur le nombre d'entrées chaque année, ça représente à peu près 10% de l'immigration. Ça représente à peu près 20 000 personnes. C'est pas beaucoup. Pour un pays de 65 millions d'habitants. Dans un pays où il y a déjà 5 millions de chômeurs, c'est beaucoup. Ah ben voilà, l'étranger, les chômeurs. Non mais excusez-moi, c'est l'étranger, les chômeurs. C'est un mensonge absolu. Non, c'est pas un mensonge absolu. Que les immigrés prennent le travail des Français. J'ai pas dit ça. L'impact des immigrés sur le taux d'emploi est quasiment nul. Et ils ont même un impact sur le niveau des salaires. Le niveau des salaires augmente légèrement du fait de l'immigration. C'est faux. Vous gagnez 0,27% en plus à cause de l'immigration. C'est faux. Il y a plein de rapports qui l'ont démontré. Et si c'était vrai, je vous assure que le grand patronat ne serait pas le premier défenseur, le MEDEF premier pour défendre l'immigration. Je continue donc avec l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, c'est le réfugié climatique. C'est-à-dire que le jour où il y aura Sado au Bangladesh, ils seront obligés de partir, ils viendront ici? Non. Enfin, ce qu'on observe pour le moment, c'est que la plupart des migrants qui doivent se déplacer à cause des dégradations de l'environnement migrent d'abord à l'intérieur de leur propre pays, simplement parce que souvent les frontières sont fermées, pas seulement au nord, mais au sud aussi, et que aussi, et c'est un point qu'on oublie souvent, ça coûte très très cher de migrer, et les populations qui sont touchées par ces changements climatiques sont souvent des populations très vulnérables. Ça veut dire qu'elles bougent souvent à quelques kilomètres simplement, et donc ce sont des migrations en fait de très petite distance. Donc le fameux livre de Jean Raspail, Le camp des saints, où on voit 1 million de gens
arriver sur les côtes méditerranéennes, pour vous, c'est de la science-fiction. Dans l'état actuel des politiques migratoires, ça n'a aucune chance d'arriver. D'accord. Alors, est-ce que la France est la championne d'Europe de l'immigration légale? Non. Ce n'est pas en France qu'il y a le plus d'immigrés. Si on prend des pays comparables en Europe, le Royaume-Uni, en 2011, a accueilli 550 000 immigrés. Ah ouais. L'Allemagne, 500 000. L'Italie, 385 000. Et la France, ensuite, 267 000. Ah ouais. Vous le saviez, ça? Ah oui, je le sais. Mais c'est pas une raison, et alors? Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça la apporte à moitié la des France autres, quoi. C'est quand même... Non, mais qu'est-ce que ça apporte à la Quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils sont tous ici. Non, mais 267 000 par an. Parce que moi, on me dit toujours, mais vous savez, ça s'est bien passé pour les Italiens, les Polonais, ça. Je sais, moi, ma grand-mère était polonaise, vous voyez. Ça s'est bien passé. Mais vous savez, les flux n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise économique et sociale gravissime. Il faut dire qui sont ces gens. 60 000 d'entre eux, ce sont des étudiants qui viennent faire leurs études en France. Oui. 90 000 d'entre eux, c'est du regroupement familial, c'est-à-dire les époux étrangers des Français Qui date de et leurs enfants. 1975. Ouais. Il y a 20 000 immigrés qui viennent pour des raisons humanitaires, il y en a 20 000 qui viennent pour des raisons économiques. Florian, vous dites que vous pouvez ramener l'immigration de 200 000 à 10 000. Est-ce que c'est possible, d'abord? Bah, il va dire Ça non. ça serait d'abord possible, mais il faudrait que la France sorte de toute une série d'accords internationaux. Il faudrait qu'elle sorte des accords Qu'elle de redevienne Schengen, par souveraine. exemple. C'est-à-dire qu'elle retrouve des frontières et elle retrouve la maîtrise de sa politique, non seulement d'immigration, mais pas simplement, sa politique législative. Ça voudrait dire aussi que les Français ne pourraient plus émigrer. François, est-ce que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte? Selon les estimations, elle coûte entre 4 et 10 milliards. C'est pas tellement les prestations sociales, vous dites c'est la gestion, c'est la police, la justice, l'administration. On a parlé de cette jeune fille qui était reconduite au Kosovo. Le coût annuel des reconduites à la frontière, c'est 400 millions d'euros. Une opération comme celle-là, par personne, ça coûte 21 000 euros aux contribuables. Donc la politique répressive a un coût énorme. Et puis si l'immigration a un impact fiscal qui est légèrement négatif, et la France est une exception d'ailleurs dans les pays industrialisés, d'habitude les immigrés rapportent de l'argent plus qu'ils n'en coûtent. En France, ils coûtent un peu d'argent, c'est avant tout parce qu'on ne les laisse pas travailler. Alors on va conclure. Est-ce que la France peut accueillir toute la misère du monde? Florian. Moi, je suis pour le couple assimilation républicaine. Vous voyez, la langue, que ce soit des gens qui deviennent ensuite français et qui soient pleinement heureux en France, qui aient un boulot, qui aient un logement, qui se sentent bien, qui défendent des valeurs. Donc, mais je dis que ça n'est Florian pas Philippot, possible oui. avec le rythme actuel Ce que vous dites, d'immigration c'est qu'il y a et la trop crise économique. Ce que vous dites, c'est qu'il y a trop d'immigration pour qu'on puisse assimiler correctement tout le monde. Monsieur Philippot incarne la dérive des élites françaises. Le poisson pourri par la tête. Ils veulent que les pauvres se foutent sur la gueule. Quand les pauvres se font la guerre, les riches ont la paix. Et enfin, je termine. Vous avez oublié dans le sujet la suite de la phrase. C'est quoi la suite de la Rocard phrase? dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, virgule. Mais elle doit en prendre sa part. » Dans son modèle, il Tout n'y a est dans pas le de- il y a mais. pas de limite. On doit prendre notre part. Très bien, ce sera le mot de la fin. Bonjour. Alors, c'était la semaine de la confiance, de l'espoir, oui. Ah ouais. Ouais, avec Valls qui est monté à la tribune, tel un torero de Zara vêtu, il a dit « Ramirez, police française !» Et là, avec une intro pareille, tout le monde s'est couché, quoi. Et il a dit ça, même Marion Maréchal, Gilbert Collard, ils sont là, ils ont sursauté, ils ont fait une quenelle en guise d'approbation. Enfin, c'était... Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance à Ramirez? Parce que la France, c'est pas une cage d'escalier, monsieur, dame. Non. Non, c'est autre chose. Alors Manu, moi, sa technique, je la connais. Il va frapper à la porte avec sa petite valise de VRP de province. Il va glisser son petit soulier Sorenzara, le pied dans l'embrasure, comme ça, une autre va monter sa petite table de dos. Et là, bam, le show qui peut commencer. Ramirez, police française, démonstrateur de relance de la République. Et je vous présente ici la machine à libérer de l'énergie, à donner du souffle. Regardez, monsieur, dame, muchachos, muchachas, blancos, blanquetas. Et tout de suite, cette petite merveille que j'ai nommée le bullshit du communicant, c'est moi. Regardez bien. Je prends un chômeur, je rappe, je coupe, je le sécurise, je donne une formation, je diminue ses charges sur le SMIC, j'augmente la CSG, je lui tape sur l'épaule, mais courage, enfin, le chômage, c'est pas Verdun non plus. Et bam, je le fais rire. Et pour le rassurer, j'ajoute non pas un, non pas deux, mais 3 rhums. De tout petits rhums. Et à quoi ça sert? Mais ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Approchez, monsieur, n'ayez pas peur. Ramirez. Et maintenant, oui, je vois la dame. Vous demandez, ce qu'on voit ici, c'est un petit trou. Oui, madame, c'est un déficit. Une petite rondelle. Alors vous dites, allez-y, mettez le doigt, bien sûr, servez-vous. Alors je lui dis, qu'est-ce que je vais faire à ce petit trou? Bah, je prends ce petit trou. Je le tamponne avec un peu de nationalisme. Je rajoute Montebourg qui fait le kéké. Une pincée de l'euro, je t'emmerde, il est trop fort, ça pèse sur les exportations. Je sais, c'est gratuit, ça mange pas de bas. Mais ça fait toujours plaisir. Allez-y, madame, regardez le trou, mettez les doigts, bien sûr, ça fait plaisir. Madame est gourmande. Et j'ai toujours le même déficit. J'ai rien dit du tout. Mais c'est ludique, faut s'amuser. Oh, la petite fille! Comment elle s'appelle? Jennifer. C'est une Slovaque. J'adore.
Et tout ce que je dis, je le fais. Et ce que je fais, je le dis pour en 2027. Voilà. Ne me remerciez pas, madame. Vous en voulez encore? Laissez-moi vous parler du pouvoir d'achat. Non, ne riez pas. Je prends non pas un, non pas deux, mais un RMI et demi que je finance par des baisses de cotisations familiales. Et je déshabille Paul, je déshabille Jacques, je les sodomise tous les deux, puis je les brûle. Et les valeurs, vous me direz, vous avez raison, madame, la République, c'est des valeurs. Alors je prends la République, je la mets dans mon shaker, j'en fais un cocktail républicain, Marianne on the Rock, je la secoue. Et qu'est-ce que j'obtiens? La République française, laïque, chrétienne, catalane et bretonne. Une et plurielle, dans le respect du droit coutumier de la France de Voltaire, franquiste de droit divin, fille aînée de l'église sunnite cachère. Oui, madame. Ramirez, police française. Divertissement. Alors, on a démantelé un réseau de putes chinoises dans les caves des tours du 13e arrondissement. Des nems à la pute chez les Chinois, tous semblent rouler dans un endroit sombre et humide. Amour. Nabila, Zaya et Ribéry sont les personnalités les moins aimées des Français. On n'a pas le droit de stigmatiser toute une famille comme ça. Pour le reste de l'actu, Schumacher, phase de réveil depuis le 30 janvier, ça y est, il y a des progrès. C'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ça. Il arrive à dire maman, mais seulement quand on lui montre un brocoli. International, Afghanistan, après 12 ans de guerre, ça progresse. Ils vont rétablir la lapidation pour adultère. Ah, c'est normal, c'est normal. Dans un pays où il n'y a rien, c'est quand même super indécent d'avoir une vie sexuelle pimentée, quoi. Alors, dans la foulée, ils ont aussi sorti un rapport qui estime que les cultures de substitution à l'opium ont échoué. Non, mais semble... C'est vrai que c'est super courant, hein, le dealer qui vient te voir en boîte et qui dit « Écoute, j'ai pas de coke, en revanche, des salsifis et des rats du Touquet. Elles viennent d'un producteur. Et demain, je reçois des pêches du Roussillon, ça va vraiment faire des dégâts. Hein. » Percée du Front National. Alors, séisme, choc, tremblement de terre, raz-de-marée, c'est la semaine Haroun Tazieff. Hein. La France est foutue. Alors, une fois de plus, il paraît que les nazis sont à nos portes. Peut-être, mais pour une fois qu'ils marchent vers l'Allemagne... Alors, certains disent, si le FN fait 25%, c'est à cause des abstentionnistes. C'est vrai. S'ils avaient voté, le FN aurait fait plus. Alors, les mauvaises langues disent que le FN devient un parti de cumulard. C'est de la mauvaise foi, quoi. On peut tout à fait cumuler un mandat européen avec un boulot de vigile ou de maître chien. France, Montebourg. Arnaud Montebourg exige que Google domicilie ses données en France. Ouais, vous avez bien entendu, hein. Arnaud menace Google. Rien que l'intitulé, tu sais qu'il va pas arriver à s'asseoir pendant 3 jours. Tu sais, c'est... Non, mais lui, il est jamais fatigué. Montebourg, en fait, c'est le Chuck Norris français. Oui. Ouais. Tu remplaces Chuck Norris par Montebourg dans les blagues sur Chuck Norris, ça fonctionne pareil. Exemple, si la courbe du chômage ne s'est pas inversée, c'est parce qu'elle attend qu'Arnaud Montebourg lui donne l'ordre. Seul Arnaud Montebourg sait où se trouve le papa de Stromae. Arnaud Montebourg n'a pas besoin d'une loi pour faire une PMA. Un mixeur lui suffit. Bonne nouvelle, alors un couple de vieux s'est suicidé au Lutetia. On les a retrouvés main dans la main avec un sac de supermarché sur la tête. Alors attention, hein, ils ont quitté le monde avec un mot plein d'espoir, avec Carrefour, je positive. Alors, est pas belle la vie? C'était le meilleur de Gaspard Proust. On continue avec les meilleurs moments de la P3, de SLT saison 8. Alors, Rio Mavouba, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 mars 1984 au milieu de l'Atlantique, sur un gréement de fortune, un bateau de réfugiés. Exactement, mes parents ont fui la guerre civile en Angola. On est parti avec mes frères et sœurs. Oui. Ouais. Alors, votre père, Ricky Mavouba, est footballeur zaïrois, enfin, République démocratique du Congo. Et votre mère, donc, Thérèse. Oui. Mais sur le bateau où vous naissez, il y a aussi Suzanne, qui est la deuxième épouse de Ricky, de votre père. Des frères et sœurs. Alors, il y a les enfants de Thérèse, les enfants de Suzanne. Alors, vous avez 2 ans lorsque votre maman, Thérèse, meurt en mettant au monde votre sœur. Et c'est Suzanne, votre belle-mère, donc la deuxième épouse de votre père, qui vous élèvera. Exactement, c'est ma maman de cœur. Oui. Alors, vous avez 5 ans, donc en 1989, quand votre famille s'installe dans une cité HLM à Mérignac. Votre père est déjà très malade.
Et Suzanne, donc, multiplie les petits boulots, elle fait des ménages, et puis il y a les allocations familiales aussi. Exactement, ça fait du bien, ça a aidé un peu tout À le monde. 12 enfants, ça doit aider, oui. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais elle va quand même au Resto du Cœur remplir son caddie. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça en bas pour les familles un peu en difficulté, donc on a participé à ça aussi. Alors, quand vous avez 8 ans, vous passez votre temps libre à regarder les grands jouer dans le petit club de Ézines, dans la banlieue bordelaise, et l'entraîneur finit par vous emmener au centre de formation des Girondins de Bordeaux pour des tests de sélection. À l'époque, vous avez vu jouer ou pas? Non, il ne m'a vu que jouer à deux. Juste votre amour du ballon, quoi. Exactement, c'était que ça qui lui a poussé. Alors, vous avez 13 ans lorsque votre père succombe à une maladie cardiaque. Il verra jamais votre succès, ça c'est terrible. Ça, c'est le plus dur. C'est Ouais, le plus ça dur à m'est chaque arrivé fois. aussi. Depuis que j'ai signé mon premier contrat pro, je me demande toujours ce qu'il aurait pensé. Ouais. C'est dur de ne pas avoir ces mots. Alors, vous avez 20 ans lorsque les Girondins se retrouvent sans star. Et là, les dirigeants décident de faire appel aux petits joueurs du centre de formation. On vous joue avec les pros. Et dès votre premier match, vous marquez un but magnifique. Après, derrière, tout le monde a cru que j'en mettre beaucoup, mais non. Pas beaucoup. Alors, la même année, vous êtes appelé pour un match au Zaïre, donc République démocratique du Congo. Et le temps d'un match, vous revêtez le maillot des fameux léopards, le maillot de votre père, Ricky Mavouba. Oui, c'est vrai que ça a été aussi un moment important pour moi. C'est vrai qu'après, le choix s'est posé, sélection française, sélection zaïroise. Alors, Domenech vous appelle donc pour France-Bosnie, et là, vous ne déméritez pas du tout. Hein. Non, là, ça se passe plutôt bien. Je fais une mi-temps et après, on enchaîne, quoi. Malheureusement, ça se passera plus mal contre l'Irlande, deuxième sélection avec les Bleus. Ben, c'est vrai qu'après ce match-là, il y a même certains joueurs qui m'avaient dit ne lis pas la presse le lendemain. Je pense que j'étais quand même un choix fort de Domenech et je pense qu'en me pointant moi, il pointait aussi le sélectionneur. Alors là, ça ne va pas très bien à Bordeaux non plus parce qu'il y a un changement d'entraîneur. Et le nouvel entraîneur, comme c'est souvent le cas, place ses hommes. Vous décidez de partir jouer à Villarreal, donc le club de Pires. Ça se passe mal. Hein. Ben, j'arrive et je me blesse d'entrée. L'équipe commence, gagne et derrière, ça a été dur de retrouver l'équipe. Et... Heureusement, 6 mois plus tard, Villarreal accepte de vous prêter à Lille, au LOSC, pour la fin de saison. Et là, c'est le tournant de votre carrière. Quand vous arrivez à Lille, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est vrai que là, je récupère du temps de jeu. Je retrouve aussi l'équipe de France. Donc forcément, ça a été un très bon choix. Ouais. Et en 2010-2011, donc le LOSC réalise le doublé Coupe-Championnat. Et ça faisait plus de 50 ans que le LOSC n'avait rien gagné. Donc ça a été, pour la région et la ville, un moment très fort. Et le 22 décembre 2013, alors là, il y a un truc énorme, il y a un match Lille-PSG et vous n'hésitez pas à vous affronter à Zlatan. On regarde. Bravo. Alors, vous êtes un grand joueur, un grand capitaine, évidemment. Et puis, il y a le cœur. Il y a l'orphelinat. 2 ans avant sa mort, votre père vous avait emmené découvrir le Zaïre. Ensuite, vous y êtes retourné à chaque intersaison. Et vous vouliez faire quelque chose pour les enfants des rues. On a décidé, parce que je ne suis pas tout seul, bien évidemment, de faire cet orphelinat. Et voilà, pour le moment, on accueille une trentaine d'enfants. Ouais. Ah oui. Quand vous voyez ces enfants, vous vous reconnaissez un peu, non? Bah, bien sûr. Je me dis qu'il faut essayer de leur donner une chance aussi. C'est bien. Alors, Patrick Vialanex, rebonsoir. Vous êtes né le 9 octobre 1970 à Fréjus, dans le Var. Père attaché commercial au Crédit Agricole, mère artiste peintre. La famille vit à Saint-Raphaël. Alors, avec votre mère, vous visitez les expositions de la région et vous prenez conscience de la beauté du geste, quoi, Du coup de pinceau. Ouais. Du coup de pinceau, c'est magnifique. Ouais. Mais votre père cache un secret, en fait. Il a été opéré du cœur, parmi les tout premiers. On lui a posé une valve mécanique. C'était ce qui se passait à l'époque. Et la valve mécanique dans son cœur est particulièrement bruyante. Et la famille vit au rythme de ce tic-tac obsédant. C'est-à-dire que même quand il dort, on entend tic-tac. Ouais, 2 chambres à côté, les portes fermées, on entendait le cœur battre, quoi.
Et cette peur toujours de l'entendre ne plus battre, quoi. Alors, vous avez 12 ans, vous allez avec votre maman visiter le musée de Draguignan, et là, vous découvrez le joyau de l'endroit, un Rembrandt, l'enfant à la bulle de savon. Voilà, deux choses vous fascinent là-dedans, la tristesse dans le regard, et puis, vous voyez une correspondance, disons, entre le tic-tac du cœur de votre père qui peut s'arrêter et la bulle de savon qui peut exploser. Donc pour vous, c'est un peu un miroir, ce tableau. C'est la bulle de savon, pour moi, ça a été l'éphémérité du temps, donc la fugacité, tout ça. Mon père, ouais. Alors les années suivantes, le tableau de Rembrandt continue à vous obséder, et là, vous commencez à développer avec lui une véritable relation. Vous essayez de le consoler pour vous consoler vous-même. Ça ressemble un peu à une confession, quoi. Vous lui parlez. On s'est confessé tous les deux, oui. Il y a une confession de ma part et une confession de sa part. Ouais, ça vous obsède. Alors, vous avez 24 ans quand le cœur de votre père s'arrête. Il est incinéré à Draguignan, ce qui vous incite à aller revoir le tableau une semaine plus tard. Et là, c'est toujours la même émotion quand vous voyez ce tableau. Plus intense. Plus intense. Ouais. Il me manquait quelque chose et je l'ai retrouvé dans l'enfant. Alors, après le décès de votre père, vous quittez le foyer familial, vous suivez des formations, vous devenez pendant 4 ans technicien dans le domaine des alarmes. En 1999, vous avez donc 29 ans. Pour la 4e fois de votre vie, vous passez au musée voir l'enfant à la bulle de savon. Et là, le déclic se produit. Vous vous dites, il faut que je le ramène chez moi, ce truc-là. Je peux le faire. Vous avez un objectif dans la vie, cette fois, c'est de ramener ce tableau chez vous. Ouais. Ma passion et de faire quelque chose de ma passion. Alors, en tant que technicien d'alarme, évidemment, vous connaissez tout sur les détecteurs, les lasers. Ouais. Et puis, surtout, vous savez les délais d'intervention de la sécurité. 10 minutes. Voilà. Donc, vous dites, c'est jouable. C'est jouable, ouais, je peux le piquer. Le 13 juillet 1999, vous arrivez à Draguignan à 14h, vous prenez un verre, et à 15h, vous entrez au musée. Ouais. Et là, vous vous planquez dans une armoire normande que vous aviez repérée, et vous savez qu'à 22h, parce qu'on est le 13 juillet, donc la veille du 14 juillet, il y aura une parade militaire d'hélicoptères qui va couvrir le bruit de l'alarme, en fait. Ouais. Bien monté, votre coup. Hein. Pas mal. Pas mal. Et là, bon, vous faites un cas, c'est top capi, quoi. Vous, ouais, c'est exactement ça. Et vous ressortez avec le Rembrandt dans un sac poubelle. C'est ça. C'est incroyable. Alors, quand vous rentrez chez vous, vous êtes un surhomme. Je suis un surhomme, ouais. Et vous faites un Polaroid, un selfie, on le voit là. Selfie, ouais. De vous chez vous, avec le Rembrandt, en arrivant chez vous, c'est incroyable, quoi. Hein. Et puis, vers 3h du matin, l'euphorie retombe. Là, la joie laisse place à la paranoïa. Et vous commencez à attendre les flics avec des sueurs froides le long de la nuque. Et là, je me suis posé sur le lit et j'ai dit, bon, je vais attendre, c'est pas possible. J'ai dû rater quelque chose. J'avais laissé quelques poils dans la vitre que j'avais cassée. Oui, c'est ça. Vous dites, toute ma vie, je vais fuir les flics, quoi. En gros, vous emballez le Rembrandt et vous le glissez sous le lit. Là, ça commence, ouais. Ça commence à... Fort, ouais. Ouais. À partir de là, ce tableau va prendre le contrôle de votre vie. Malgré votre rencontre avec Christelle, que vous épouserez, ça ne suffit pas à vous calmer. Non. Ça s'est accentué. Parce que vous le contemplez pendant des heures. Hein. Ouais, ça arrivait avec un petit sauterne. Le Rembrandt en face, c'était magnifique. Ouais. Alors, votre femme, elle voit ça, elle pourrait penser qu'elle s'inquiète. En fait, vous dites non, c'est un portrait de mon père. Un portrait de mon père fait par ma mère. Voilà. Bah oui. C'est extraordinaire. Alors, vous commencez à déménager. Toujours guidé par le bien-être du tableau. Un jour, vous êtes cambriolé. Vous habitez à Grasse à ce moment-là. Grasse. Vous êtes cambriolé. Alors là, vous êtes fou. Et puis, heureusement, les mecs, ils n'ont pas vu le Rembrandt. Ils ont pris la chaîne IFI. Bon. Que la IFI. Ah, vous déménagez encore. Mais la fois d'après, c'est les termites. Donc, vous redéménagez. Alors, vous devenez carrément dingue. Puis, c'est l'humidité. Il sait, il va pourrir le tableau. Donc, il faut déménager. Et votre femme, vous lui expliquez comment à chaque fois qu'il faut déménager? Oh, que ça me plaît pas, les maisons me plaisent pas. On est trop isolés, j'ai trouvé toujours une excuse. Et début 2014, vous décidez quand même de vous débarrasser du tableau. Et là, vous avez un pote qui s'appelle Tony.
Tony, il connaît des gens un peu... Ouais. Alors, Tony vous organise un rendez-vous avec des assureurs, parce que vous savez que quand on rend le tableau, les assureurs vous donnent un petit quelque chose, ils disent, bon, je vais rendre le tableau, c'est fini cette histoire, etc. En échange d'un chèque de 40 000 €. Vous repartez avec votre chèque, et puis vous dites, il ne m'inspire pas confiance, cet assureur, il ressemble à Arnaud Montebourg. Quelques jours plus tard, vous apprenez que l'assureur a été arrêté en essayant de revendre le tableau, en fait. Et là, il fallait que j'appelle ma femme. Hein, ouais. Pour lui expliquer la vérité. Hein. Ouais. Pour moi, on va dire le voyage, le séjour en prison était obligatoire. Et là, j'ai commencé à lui expliquer. J'ai fait, voilà, ça s'est passé il y a 15 ans. Je suis l'auteur du vol. Et là, les sanglots, ça a été les sanglots, mais des deux vous en côtés. avez vu votre femme? Oui. Et ça n'a pas été une cause de rupture, apparemment? Non. Ça a resserré les liens. Le tableau, en fait, le Rembrandt, il vaut 4 millions d'euros. Donc vous êtes traîné dans toute la France avec votre truc emballé dans du papier journal, ça valait juste 4 millions d'euros. Hein. Alors, vous vous dites, ça y est, quoi, je vais y passer, je vais aller en tôle. Ouais. Et il y a un happy end dans cette histoire. Il y a prescription. Ouais, les vols, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Voilà, donc 15 ans, c'est bon. Mais je ne savais pas. Bah oui. J'y avais pas pensé. Voilà, alors aujourd'hui, vous voulez devenir gardien de musée, c'est ça? J'aimerais bien, ouais. Ouais? J'aimerais bien. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez récidiver? Dans un moment de solitude, oui. Ouais. Dans les musées, on va dire, pas les... Dans les anciens musées, il y a beaucoup de lacunes en sécurité. Quelle morale vous tirez de cette histoire? Il a retrouvé sa maison et ses parents adoptifs. Ouais. Et la bulle n'a toujours pas explosé. Et la bulle n'a toujours pas explosé. Merci de votre témoignage. Et voilà, c'était les meilleurs moments de SLT saison 8. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.